La salle de bal scintillait comme si les étoiles elles-mêmes étaient tombées dans les lustres. Lumière d'or ondulait à travers les robes, les miroirs et le marbre poli, tandis que violon tambourinait dans l'air comme une toile destinée à attraper chaque secret et honte. Parmi l'éclat se tenait Lady Evina Harbury, une femme de 23 étés, son maintien aussi délibéré que la couture sur ses gants d'ivoire. Elle souriait avec retenue, le genre qui trompe les inattentifs. Mais derrière cette sereine prestance, l'humiliation se serrait comme un ruban autour de sa gorge. Son ancien fiancé, Lord Cedric Ashbourne, se prélassait près de la table de rafraîchissement avec l'arrogance d'un homme qui n'avait jamais connu la douleur de la conséquence. Son rire portait porté par le champagne et la vanité. « Pas encore marié ?» dit-il assez fort pour que la moitié de l'assemblée l'entende. « Je crains que la dévotion de Miss Harby à ses livres n'ait effrayé les vivants. » Ses compagnons gloussèrent, bien que certains semblaient mal à l'aise, conscients qu'une telle cruauté s'accrocherait à lui comme une tache. Mais à cet instant, la cruauté de la société n'était pas dirigée vers lui. Elle était dirigée vers elle. Les chuchotements voltigèrent comme des éventails de soie. Pauvre créature célibataire à 23 ans, toujours à lire, jamais vue. Les doigts d'Evina se resserrèrent autour de son verre. Elle ne regarda pas Cédric, car regarder signifierait abandon. Au lieu de cela, elle leva le menton et tourna son regard vers les grands miroirs de culpabilité, où son reflet semblait distant, plus pâle, plus solitaire, presque fantomatique sous le scintillement du cristal. Il n'y avait pas de sauver sa réputation une fois que la moquerie avait été baptisée par les ragots. Pourtant, elle maintenait sa posture comme une armure, répondant à l'enquête polie d'une dame voisine avec une précision calme, sa voix stable comme une note de piano frappée par habitude, non par cœur. L'orchestre commença une valse. Cédric entraîna sa nouvelle fiancée, une heiress aux boucles d'or parfait, au centre du parquet. Chaque mouvement de sa danse était une performance de victoire. Evina sentit la pièce se refermer autour d'elle, parfumée et sans air, jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Enfin, elle se glissa sous l'arcade et sur la terrasse où l'air nocturne lécha les larmes de ses cils avant qu'elle ne puisse tomber. Londres s'étendait devant elle, flèche et cheminée sous une bruine agitée. La pluie faisait un doux bruit contre la balustrade de marbre, un son qui semblait la comprendre mieux que toute voix dans cette pièce. Pendant un instant, elle se permit de trembler, non de chagrin. Elle était bien au-delà de cela, mais de la lassitude d'endurer la cruauté avec dignité. Elle pensa à la façon dont son père, jadis érudit des langues, l'avait élevée sur la philosophie et la poésie au lieu de la fortune et de la flirtation. Il lui enseigna que la raison était la forteresse d'une femme. Pourtant, dans ce monde, l'esprit était un désavantage. La société ne s'occupait pas de l'intelligence tant qu'elle venait enveloppée de silence. Une ombre bougea près de la porte. Lady Beatrice, sa plus vieille amie, les yeux doux de pitié. « Tu n'as pas besoin de le laisser te blesser, Yves, » chuchota-t-elle. « Sa cruauté n'est que la preuve à quel point il se sent petit à côté de toi. » Evina sourit faiblement, mais le geste était fragile. « Les petits hommes jettent souvent les ombres les plus longues, » murmura-t-elle. Les mots sortirent non amers mais fatigués, comme une vérité longtemps connue. Quand elle retourna à la salle de bal, les bougies avaient brûlé plus bas, leurs flammes vacillant comme des cœurs nerveux. Elle dansa une fois par courtoisie, puis se retira tôt, sa calèche cahotant à travers les rues mouillées vers la modeste maison de ville qui avait été la dot de sa mère. À l'intérieur, le feu était bas, les domestiques endormis, et le silence si profond qu'il semblait bourdonner. Elle se déshabilla seule, mettant de côté ses peignes de perles et les roses fanées épinglées à son corsage. Puis elle s'assit près du feu et fixa son reflet dans le miroir au-dessus de la cheminée. Un visage pâle mais résolu avec des yeux qui avaient appris à ne pas mendier la gentillesse. Du coin de la pièce vint un doux bruit, le grincement de la fente mâle. Evina se leva et traversa le tapis.
Une enveloppe scellée gisait sur le sol, son seau de cire portant l'image d'un lion rampant couronné de lierre. O'Mell fronça les sourcils, car elle connaissait cet insigne, la maison de Wintershire. Avec précaution, elle brisa le seau et déplia la lettre, son parchemin sentant légèrement le cèdre et la pluie. « Madame, votre réputation d'intellect vous précède. Je cherche un tuteur de discernement rare pour mon neveu, récemment orphelin et ayant besoin à la fois d'éducation et de compassion. Le rendez-vous serait à Wintershire Hall. Votre discrétion sera appréciée. Alexander Whitestone, duc de Wintershire. » Son souffle se coupa. Le duc de Wintershire était parlé avec révérence et malaise. Un homme de 38 ans, vétéran de Waterloo, veuf, reclus supposé. Il était dit que même le Parlement hésitait devant son regard. Pourquoi un tel homme la chercherait-il? Une femme marquée indésirable par le ton. Elle lut la lettre 2 fois, ses doigts traçant l'encre comme si elle pouvait disparaître. Quelque chose dans le frosé l'attira. Son manque de condescendance, son étrange respect. Pourtant, elle hésita. Une femme célibataire vivant sous le toit d'un duc invitait des spéculations ruineuses. Les mêmes langues qui se moquaient d'elle ce soir la déchireraient demain. Pourtant, quoi d'autre l'attendait d'ici? Des jours mesurés par les ragots, des nuits hantées par le rire de Cédric, la lente suffocation du potentiel. Au matin, elle avait fait son choix. Quand la calèche arriva, la brume roula le long des pavés comme une mémoire rendue visible. Evaina se tenait sur le seuil dans un simple manteau de voyage. Sa seule compagne, une valise en cuir de livre. Sa femme de chambre s'inquiéta de l'impropriété. Elle seulement sourit. « Une femme peut vivre sans affection, dit-elle doucement, mais pas sans but. » Alors que la calèche claquait loin de Londres, elle regarda les toits de la ville se dissoudre en gris. Quelque part derrière elle, Cédric racontait probablement son humiliation au petit déjeuner, versant de la crème dans son thé comme si rien n'allait de travers. Il ne remarquerait pas son absence. Pas encore. Mais dans la douce lumière de l'aube, alors que la route se déployait comme un nouveau chapitre, Evaina sentit quelque chose changer en elle. Pas la vengeance, pas la fierté, mais une défiance tranquille. La pluie striait les fenêtres, brouillant les haies et les bornes kilométriques en aquarelle. Elle pressa sa paume contre le verre froid, murmurant un vœu silencieux qu'elle ne mesurerait plus jamais sa valeur par l'approbation d'un homme. La roue de la calèche heurta une ornière, la secouant de sa pensée, et elle rit sous son souffle à l'absurdité de tout cela. Comment la vie pouvait pivoter sur une seule insulte, une seule lettre, un seul moment de résolution? Des heures plus tard, quand les nuages se brisèrent et que la lumière du soleil se déversa sur la campagne, elle tira la lettre une fois de plus de sa sacoche. Sous la signature du duc se trouvait une faible impression, une tache d'encre où sa main avait hésité avant de la sceller. Pour des raisons qu'elle ne pouvait nommer, cette imperfection semblait une promesse. Elle plia la lettre soigneusement et la glissa dans son corsage près de son cœur. Dehors, la route s'incurvait vers le nord invisible. Devant se trouvaient des couloirs de marbre, une froide lumière de feu, et un homme dont le nom pouvait faire taire le Parlement lui-même. Evaina ne savait pas si le destin voulait la racheter ou la détruire. Mais alors que la calèche franchissait la dernière colline et que les flèches de Wintershire apparaissaient à travers le voile de brouillard, son pouls s'accéléra, non par peur, mais par le rare frisson interdit de recommencer. La calèche blessa son chemin à travers une vallée brumeuse, les roues murmurant sur la terre humide. Wintershire Hall émergea du brouillard comme quelque chose rêvé par un poète. Toute majesté de pierre dans l'ombre, ses tours s'élevant au-dessus d'une forêt qui respirait le silence. Evaina sentit l'air changer alors qu'elle traversait ses portes. Plus froid, plus vieux, comme si la maison elle-même la regardait avec une intelligence fatiguée. Quand la calèche s'arrêta, elle rassembla son sang-froid, ajustant son chapeau avec des mains qui tremblaient malgré elle. Un laquais ouvrit la porte. Sa révérence était courtoise mais mesurée,
le genre de politesse réservé à ceux dont le rang était incertain. À l'intérieur, le hall d'entrée s'étendait vaste et austère, tapissé de portraits ancestraux. L'air sentait faiblement la pluie et le cirage de lavande. Une grande horloge tic-taquait quelque part au-dessus, comptant les moments jusqu'à ce que son destin se révèle. Le duc apparut à l'extrémité du couloir. Il n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Pas un noble poudré parfumé, mais une haute silhouette vêtue de laine sombre, ses épaules carrées comme si portant encore le commandement. Une légère cicatrice traversait sa tempe gauche, disparaissant dans des cheveux touchés par l'argent prématuré. Ses yeux, gris, éclairés par la tempête, illisibles, la regardaient non comme une curiosité, mais comme une équation qu'il avait l'intention de résoudre. « Mademoiselle Harbury, dit-il, sa voix tranquille mais portant. Vous êtes ponctuelle. Peu de gens à Londres voyageraient si loin pour un emploi. J'ai peu d'affection pour Londres dernièrement, votre grâce, répondit-elle. Son ton était courtois, bien que les mots portaient un tranchant qu'il ne manqua pas. Une ombre d'amusement ou peut-être de soulagement passa sur ses traits. Alors nous sommes d'accord. Londres a peu d'affection pour moi non plus. Il lui fit signe de le suivre. Les couloirs étaient tapissés d'anciennes tapisseries et de pas résonnants. Elle sentit en lui le poids de la solitude. Un homme habitué au commandement mais étranger au confort. Le personnel de maison se déplaçait tranquillement autour de lui, différentiel mais distante. Même les portraits semblaient rétrécir en sa présence. Enfin, ils entrèrent dans un bureau donnant sur les jardins, une pièce adoucie par les livres et le crépitement d'un feu bas. Sur l'âtre était assis un garçon de 10 ans, les cheveux ébouriffés, le regard vif et méfiant. « Henry, » dit le duc, son ton passant à un presque humain, « c'est mademoiselle Harbury. Elle vous instruira en histoire latine et j'attends de la patience. » L'enfant pencha la tête. « Elle ne ressemble pas à une gouvernante. »« Non, » dit le duc, la regardant attentivement. « Elle ne le fait pas. » Evaina sourit malgré ses nerfs. « Cela peut s'avérer un avantage, maître Henry. Je suis moins susceptible de vous ennuyer aux larmes. » Le garçon sourit et le duc se détourna, dissimulant ce qui aurait pu être de l'approbation. Les jours glissèrent dans un rythme. Les matins remplis de leçons dans la bibliothèque, les verbes latins se mêlant au chant des oiseaux et au tic-tac de la vieille horloge. La curiosité d'Henry fleurit sous sa guidance. Il avait l'esprit aiguisé de son oncle, mais pas sa retenue. Les questions tombaient de lui comme des billes sur un sol. Elle admira son esprit et opposa sa solitude. La nuit, elle apercevait souvent le duc passant par le couloir, s'arrêtant pour écouter devant la porte de la bibliothèque pendant qu'elle lisait à voix haute. Il n'entra jamais, mais une fois, quand elle se tourna inopinément, leurs yeux se rencontrèrent à travers la lumière de la lampe. Il inclina la tête et continua son mot. Les domestiques chuchotaient que le duc n'avait pas dansé ni souri depuis la guerre. Sa fiancée était morte en l'attendant, ses lettres trouvées non ouvertes après Waterloo. Evaina ne cherchait pas les ragots, mais le chagrin s'attardait ici comme du parfum sur de la vieille dentelle. Les murs même semblaient respirer son silence. Un après-midi, la pluie les garda à l'intérieur. Henry la supplia de jouer le piano fort. Elle hésita. Les leçons de musique de son père appartenaient à une vie passée, mais ses yeux suppliants ne laissaient aucune place au refus. Ses doigts trouvèrent des touches, hésitant d'abord, puis sûres, tissant une mélodie à la fois tendre et mélancolique. Quand la dernière note s'est estompée, une voix tranquille de l'embrasure de la porte dit « Sonate numéro 8 de Beethoven. Vous jouez comme si vous aviez connu la perte. » Le duc se tenait là, une main appuyée sur l'encadrement de la porte. Elle se leva rapidement, embarrassée par son regard. « Seulement désir, votre grâce. »« C'est pire, » murmura-t-il. Puis, avant qu'elle ne puisse répondre, il se retourna et partit. Le lendemain matin, elle trouva un petit paquet sur son bureau. À l'intérieur gisait une rare édition des dialogues de Platon, reliée en cuir vert foncé. Pas de notes,
Seulement le sceau du duc pressé dans la cire. Le geste envoya chaleur et malaise à travers sa poitrine, une reconnaissance trop personnelle pour de la simple gratitude, trop retenue pour de l'affection. Elle posa le livre de côté, mais ses mains s'attardèrent dessus plus longtemps que la bienséance ne le permettait. À la fin des semaines, la maisonnée avait changé. Les chuchotements des domestiques s'aiguisèrent. Son arrivée n'était plus une curiosité, mais un sujet d'examen. Elle entendit des fragments dans le couloir. Le tuteur dîne avec sa grâce. Il marche les jardins quand elle lit. Il digne qu'il sourit maintenant. Les ragots, elle le savait, étaient la monnaie de l'idole. Pourtant, même la rumeur la plus idole pouvait ruiner. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait les salles d'ombre, elle trouva le duc dans la bibliothèque debout près du feu. « Votre grâce, commença-t-elle, je crains que ma présence n'invite à l'incompréhension. » Il ne la regarda pas. Incompréhension de qui? De tous ceux qui se délectent de malice. « Vous êtes un homme de position? »« Je suis d'intelligence, interrompit-il, se tournant vers elle, et de courage. Ne laissez pas les sots vous réduire à la station. » Sa voix était douce, mais quelque chose en elle frappa plus profondément que l'éloge. Elle rencontra son regard pleinement, et pour la première fois, il ne détourna pas les yeux. « Vous prenez ma préoccupation pour de la faiblesse, dit-elle doucement. Mais la réputation d'une femme est aussi fragile que du verre. Une fois fêlée, aucune excuse ne la répare. » Il l'étudia un long moment, puis parla comme à lui-même. « Alors, donnons-leur quelque chose de vrai dont parler. » Son souffle se coupa. Il s'approcha, non avec l'intention d'impropriété, mais avec la calme certitude d'un homme qui avait cessé de craindre le scandale. « Vous avez apporté la lumière dans un lieu longtemps résigné à l'ombre. Mademoiselle Harbury, que le monde dise ce qu'il voudra. J'ai appris que le silence est un compagnon bien plus cruel que la rumeur. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit, une femme de chambre pâle tenant un journal plié. « Pardonnez-moi votre grâce, balbutia-t-elle. Ceci vient d'être livré de Londres. » Le duc le prit, scannant la première page. Sa mâchoire se serra. Sans un mot, il le passa à Evaina. Là, sous la colonne mondaine, le titre brillait comme une lame. La nouvelle fascination du duc de Wintershire, une préceptrice bas bleue à la campagne. Sa vision se brouilla un instant, puis s'éclaircit. Sous le titre, des lignes dégoulinaient de moquerie. Son nom associé à des mots comme indécent et compagnie intime. Le nom de Cédric apparut brièvement, cité pour quelques gestes insouciants. L'insulte fit écho à cette première nuit à Londres, seulement plus nette maintenant, affûtée par l'encre et les ragots. La voix d'Evaina était tranquille quand elle parla. « Je vous écoutais votre paix. » La réponse du duc vint baisse inébranlable. « Pièce pour hommes qui ne vivent plus. Et je n'ai fait que recommencer. » Le feu crépita, dispersant des étincelles sur l'âtre comme des étoiles effrayées. Evaina plia le papier, son pouls tremblant contre ses gants. Quelque part au fond, l'humiliation guerroyait avec quelque chose de bien plus dangereux. Le premier réveil d'affection qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Dehors, le tonnerre roula à travers les champs, comme si les cieux eux-mêmes désapprouvaient. Elle se tourna vers la fenêtre, incertaine si la tempête arrivait ou était déjà là. La tempête n'avait pas encore éclaté, mais le ciel pesait lourd de sa promesse. Pendant 3 jours, la maison avait vécu sous son poids attendant. Portes fermées, air clos, humeur atténuée. Même les domestiques marchaient plus doucement, comme si leurs pas pouvaient invoquer la foudre. Evaina sentit la tension dans chaque couloir, chaque souffle mesuré contre le silence qui existait maintenant entre elle et le duc. Depuis que les mots cruels du journal avaient voyagé de Londres, elle ne lui avait parlé que lorsque la nécessité le demandait, et même alors l'air tremblait avec le non-dit. Elle avait voulu partir. Le matin après le scandale, elle avait écrit sa démission et l'avait pliée soigneusement à côté de sa tasse de thé, ayant l'intention de la livrer avant le petit déjeuner. Mais quand elle vit le jeune Henry attendant dans la bibliothèque, désireux de commencer ses leçons comme si rien n'avait changé, sa résolution faiblit. Il était trop jeune pour comprendre le venin des ragots,
trop doux pour être puni pour cela. Alors elle resta pour son bien, se dit-elle, bien que la vérité se cachait plus profondément. Le duc n'avait fait aucune tentative pour la dissuader, ni n'avait-il parlé de l'article de nouveau. Pourtant, chaque soir, elle le sentait observer depuis la galerie ombragée, alors qu'elle jouait le piano fort ou lisait à voix haute près du feu. Ce n'était pas une intrusion, mais une tranquille tutelle, une reconnaissance sans parole de leur disgrâce partagée. Pourtant, la honte la fit hocher la tête comme la faim. La quatrième nuit, les cieux se raclent la gorge, cédèrent finalement. La pluie balaya la vallée en nappes féroces, tambourinant contre la vitre comme un avertissement. Le tonnerre roula à travers les collines, et la maison sembla expirer enfin. Evaina se tenait près de la haute fenêtre de la salle de musique, regardant la foudre ramper sur les landes. La fureur de la tempête reflétait son cœur, agité, non contenu. Elle n'entendit pas le duc entrer jusqu'à ce que son reflet rejoigne le sien dans la vitre. « Vous êtes éveillée tard, mademoiselle Arbery. Je pourrais dire la même chose. »« Votre grâce, répondit-elle doucement. » Il s'approcha, la lumière du feu s'accrochant au fil d'argent de ses cheveux. « Le sommeil et moi avons été étrangers pendant quelques années. » Evaina se tourna vers lui. Les champs de bataille sont des souvenirs. Sa bouche se courba faiblement sans gaieté. Ne sont-ils pas les mêmes? La pluie fouetta plus fort. Une rafale ouvrit un volet, dispersant la lumière des bougies sur le sol. Il s'avança, le fixant d'une main gantée, et pendant un instant, ils se tinrent assez près pour qu'elle sente sa chaleur à travers le froid de la tempête. « J'ai déshonoré votre nom, » dit-elle doucement, forçant le mot qu'elle avait répété une douzaine de fois. « Je ne peux pas rester ici, pas quand chaque chuchotement à Londres. » Il la coupa, non avec colère, mais une douce lassitude. « Londres ne me concerne pas. »« Mais elle devrait, insista-t-elle, voix tremblante. Elle gouverne la réputation, et la réputation gouverne tout. Vous ne craignez peut-être pas le scandale, mais je dois vivre avec. Je ne serai pas votre ruine. » Il la regarda, puis vraiment regarda, comme si voyant non la tutrice, ni la femme façonnée par la rumeur, mais quelque chose de plus rare en dessous. « Vous vous trompez sur la question, dit-il. Ce n'est pas vous qui risquez la ruine. C'est moi qui ai trouvé en vous une mesure de paix que le monde me défend. » Les mots atterrirent d'entre eux comme le tonnerre. Evaina recula, son pouls instable. « Vous parlez de gratitude, peut-être de compassion. Je ne parle ni de l'un ni de l'autre. » Son regard ne vacilla pas. « Je parle d'une solitude qui a pris fin quand vous êtes entré dans mon hall. » Pendant un long moment, la tempête remplit le silence qu'il ne pouvait pas. Elle voulait répondre, mais le langage la déserta. Elle avait construit sa vie sur la retenue, sur l'intellect et l'autocom. Pourtant, maintenant, chaque règle qu'elle avait jamais suivie se sentait fragile comme du verre sous sa voix. Quand elle parla « Ah !» enfin, son ton était stable, bien que ses mains ne l'étaient pas. « Réalisez-vous ce qu'il m'appellerait s'il vous entendait parler ainsi? » Sa réponse fut tranquille, presque tendre. « Ils vous ont déjà appelé pire, et pourtant vous restez intact. » Elle se détourna, incapable de supporter le poids de son regard. « La force n'est pas la même chose que la sécurité, votre grâce, ni l'admiration n'efface la conséquence. » Il fit un pas de plus, assez pour que ces mots effleurent l'air près de son oreille. « Alors que la conséquence vienne, je suis depuis longtemps familier avec les fantômes. » La foudre éclata, illuminant son visage. La cicatrice, le chagrin, l'étrange miséricorde dans ses yeux. Pour la première fois, elle le vit non comme le duc, non comme le symbole de son salut ou de son péril, mais comme un homme mis à nu par la vie. La vue la défie. « Je devrais partir, » chuchota-t-elle, bien que ses pieds ne bougent pas. « Où irez-vous » demanda-t-il. « N'importe où, dit-elle. Un endroit intouché par le scandale. » Il expira doucement. Il n'y a pas un tel endroit en Angleterre. Elle rencontra ses yeux, et pendant un instant le monde sembla suspendu. La tempête, les années,
le jugement de toute l'humanité. Puis la voix du garçon perça le silence. Oncle Mademoiselle Arbery. Henry se tenait dans l'embrasure de la porte pâle de peur. La foudre frappa les écuries. Tous deux bougèrent à la fois. Le couloir se remplit de pas qui couraient, l'odeur de fumée âcre dans l'air. Dehors, la tempête faisait rage avec une brillance impie. Des domestiques criaient, des seaux claquaient, et des étincelles dansaient dans le vent. Evaina saisit ses jupes et suivit le duc sous la pluie, insoucieuse de la bienséance ou de la peur. Ils atteignirent les écuries alors que les flammes léchaient les poutres du toit. Des chevaux hennirent de panique. Sans hésitation, le duc plongea dans la fumée, coupant des cordes, conduisant les animaux vers le champ ouvert. Evaina courut pour aider, toussant, guidant le garçon terrifié vers la sécurité. Sa robe lui collait, trempée et lourde, ses poumons brûlants de cendres. Quand le dernier cheval s'échappa, le toit s'effondra avec un rugissement. Le duc émergea quelques instants plus tard, couvert de suie, un bras saignant là où une écharde avait frappé. Evaina courut vers lui, attrapant sa manche. « Votre blessure. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il secoua la tête sans souffle. Rien de grave. Mais quand elle essaya de le tirer vers la maison, sa force faiblit. Sans réfléchir, elle enroula ses bras autour de lui pour le stabiliser, la pluie lavant le sang de sa manche. Leurs yeux se rencontrèrent de nouveau, plus près cette fois, plus de distance laissée pour que le décorum se cache derrière. « Voyez-vous maintenant, dit-il d'une voix rauque, pourquoi je ne peux pas vous laisser partir? Il y a des moments où une vérité l'emporte sur tous les mensonges de la société. » Son cœur cognait contre sa poitrine. Et quelle vérité est-ce? Que je suis vivant seulement en votre présence. Pendant un battement de cœur, elle ne put respirer. La pluie cascadait entre eux, le feu mourant en braise derrière. Puis elle recula, secouant la tête, bien que des larmes se mêlèrent à la pluie sur ses joues. « Vous ne devez pas dire de telles choses. Je n'ai rien à offrir sauf la ruine. » Il sourit faiblement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Alors que cela nous ruine tous deux. » Les mots résonnèrent longtemps après que la tempête se soit calmée. Quand l'aube vint, Wintershire gisait voilé de brume, l'épave des écuries fumant en silence. Evaina se tenait à sa fenêtre, regardant la fumée s'enrouler vers l'horizon pâle. La lettre qu'elle avait écrite des semaines auparavant, sa démission, reposait toujours dans le tiroir. Elle l'ouvrit, prête à le sceller une fois pour toutes. Pourtant, en regardant vers le bas, elle remarqua que l'encre avait bavé dans l'air humide de la nuit, son nom se dissolvant dans un bleu illisible. Elle le mit de côté, incapable d'en invoquer un autre. Dans la cour en bas, le duc apparut, son bras bandé, sa posture intacte. Il jeta un coup d'œil une fois vers sa fenêtre, comme si conscient qu'elle regardait, puis se détourna dans le brouillard. Evaina pressa sa paume contre la vitre. Son cœur savait ce que son esprit refusait, qu'elle lui était déjà perdue, et Londres ne le pardonnerait pas. Londres scintillait sous un voile de givre et de scandale. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où la tempête avait consumé les écuries de Wintershire, mais l'histoire qui survécut n'était pas celle du courage. C'était d'impropriété. Les journaux s'étaient nourris de rumeurs comme Carey Birds, peignant Evaina Arbery comme la tutrice déchue qui piégea un duc en deuil. Les invitations cessèrent, les connaissances disparurent. Quand elle retourna seule en ville, enveloppée de simple laine grise, le silence qui la salua dans les salons était plus fort que les ragots eux-mêmes. Elle avait pris un poste modeste de compagne de la comtesse douairière d'Onwick, une femme trop sourde et égocentrique pour remarquer que sa nouvelle assistante avait jadis été l'objet de scandales. Chaque matin, Evaina versait le thé, arrangeait des lettres et récitait de la poésie d'une voix vidée d'émotion. Chaque soir, elle marchait seule à travers Hyde Park, où le brouillard pendait bas et les souvenirs refusaient de s'estomper. Elle se dit que c'était mieux ainsi, mieux d'endurer une humiliation tranquille que l'agonie de l'espoir. Pourtant, de temps en temps,
Elle imaginait la voix du duc Bats, sans hâte comme le tournement d'une page, et sentait la douleur de quelque chose d'inachevé. Elle ne lui avait pas écrit, ni lui à elle. Pourtant, elle ne pouvait oublier ce dernier regard dans la brume de la cour, ses yeux sans garde, son âme mise à nu. Elle le portait comme une relique interdite. L'hiver s'approfondit. La saison de Londres commença une nouvelle brillante de rire qu'elle ne pouvait partager. La comtesse, avide d'attention, insista pour qu'Evaina l'accompagne au bal royal au Palais St. James. Une célébration de la paix après la guerre, une démonstration de la grandeur restaurée de l'Angleterre. Evaina résista, mais le devoir était obéissance. Et l'obéissance, elle l'avait appris, était sécurité. La nuit du bal arriva, dorée et sans merci. Des calèches bordaient les portes du palais, leurs lampes scintillantes comme des constellations. À l'intérieur, des violons chantaient sous des lustres vastes comme des soleils. Le parfum des lises et de la cire de bougies s'accrochait à l'air. Evaina suivit la comtesse à travers la foule, tête baissée, cœur battant. Elle se dit qu'elle était invisible, mais l'invisibilité, découvrit-elle, était fragile. À travers la salle de bal, un rire bas, familier, coupa la musique comme une lame. Lord Cedric Ashbourne se tenait parmi un groupe de pairs, resplendissant en marine et or, son expression suffisante d'un charme hérité. Quand son regard la trouva, les années s'enfuirent. L'humiliation au bal de Pembroke revint avec une précision cruelle. Il sourit comme si le destin lui-même conspirait pour son amusement. « Eh bien, dit-il quand elle ne put plus l'éviter, si ce n'est pas la savante Mademoiselle Horbury, ou devrais-je dire la muse rejetée du duc. » Ses compagnons gloussèrent. Pas encore marié, sûrement même le grand philosophe doit se lasser de la solitude. Evaina stabilisa son souffle. « Vous prenez mon calme pour manque, monseigneur? » Certains silences sont choisis. Le sourire de Cédric vacilla. « Ah oui, la gouvernante tragique qui prit la pitié pour de la passion. Prenez réconfort. L'Angleterre oublie vite si l'on garde la tête baissée assez longtemps. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la foule s'agita. La musique s'arrêta. La voix d'un héros s'éleva au-dessus du bourdonnement. Sa grâce, le duc de Wintershire. Le nom frappa à travers la salle comme une cloche. La conversation vacilla. Les éventails se figèrent à mi-mouvement. Evaina se tourna, son cœur tressaillant violemment dans sa poitrine. Le voici plus grand que le souvenir, son uniforme garni de velours de minuit, des métaux attrapant la lumière comme de petites filles. Il se portait avec la grâce inébranlable du commandement. Pourtant, ses yeux cherchaient la pièce non pour la royauté ni le Parlement, mais pour elle. Des chuchotements ondulèrent à travers l'assemblée. Certains murmurèrent « pitié », d'autres « excitation ». Le sourire narquois de Cédric se flétrit. « Alors le fantôme revient », marmonna-t-il, reculant. Le duc se déplaça à travers la foule à pas mesurés, chaque pas dispersant l'attente. Le roi lui-même étendit un salut que le duc reconnut avec une formalité impeccable avant de continuer au-delà de l'estrade du trône. Il ne s'arrêta pas avant de se tenir devant Evaina. Les murmures se turent en une seule inspiration collective. « Mademoiselle Horbury, dit-il, s'inclinant, non par pure formalité, mais profondément avec révérence comme devant un égal. Je crois que Londres a été aimable. » Son pouls trembla dans sa gorge, aussi aimable que Londres se souvient de l'être. « Votre grâce », un éclair d'amusement toucha sa bouche. Alors elle se souvient mal. Il se redressa, sa présence commandant, l'air lui-même se pliant autour de lui. « Voulez-vous m'accorder l'honneur d'une danse? » 1000 yeux brûlaient en elle. La comtesse douairière haleta audiblement. Cédric fit un pas en arrière, son visage pâle de stupéfaction. Evaina hésita, connaissant le poids que portait ce geste. L'acceptation ressusciterait chaque chuchotement. Le refus le blesserait publiquement. Pourtant, à cet instant, l'orgueil et la peur semblaient sans importance. Le monde l'avait déjà mal jugé. Que cela continue.
Elle plaça sa main gantée dans la sienne. « Oui, votre grâce. » L'orchestre reprit, le violon gonflant comme du vin à travers une porte ouverte. Le duc la mena au centre du parquet et la valse commença. Au début, elle bougea raidement, son souffle peu profond, mais sa main dans son dos la stabilisa, ferme, protectrice, inébranlable. Autour d'eux, les ragots s'agitaient comme un feu invisible. Mais à l'intérieur de leur petit cercle de mouvement, il n'y avait que le rythme de battements de cœur partagés et de pardon. « Vous n'auriez pas dû venir, murmura-t-elle. « Je suis venu parce que je dois, répondit-il. Un homme ne peut vivre sous le poids de son propre silence. Et votre réputation? Je l'ai échangée le jour où je vous ai laissé partir. » Les mots brûlèrent à travers sa retenue. Elle osa rencontrer ses yeux, y trouvant non pas de l'orgueil, mais quelque chose de brut et d'humain. De la gratitude peut-être, ou de la dévotion. Elle réalisa alors que toutes ses peurs d'être sa ruine l'avaient aveuglée à la sienne, que lui aussi avait été brisé par le jugement, lié par le devoir, et c'était elle qui l'avait libéré. Quand la note finale s'est estompée, des applaudissements ondulèrent faiblement, incertains s'il fallait condamner ou célébrer. Le duc ne relâcha pas sa main. Au lieu de cela, devant les plus hauts rangs d'Angleterre, il s'agenouilla. Un halètement collectif balaya la salle. « Alexander !» chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « Ne le faites pas, Evaina, » dit-il doucement, mais assez clairement pour que tous l'entendent. « J'ai cru autrefois que l'amour exigeait la permission du monde. J'avais tort. Il exige du courage. » Le silence qui suivit était vaste, sacré. Même le roi semblait peu disposé à interrompre. Le duc se leva lentement, son expression calme, comme s'il avait simplement déposé un fardeau porté trop longtemps. « Vous pouvez me mépriser pour cela, » murmura-t-il près de son oreille, « mais vous ne douterez plus jamais de votre valeur. » Et puis, comme si le monde avait marqué une pause, les applaudissements commencèrent, non bruyants, mais hésitants, se répandant dans la salle comme l'aube à travers la brume. Des visages qui autrefois se détournaient regardaient maintenant avec admiration. Le regard de Cédric tomba, et la comtesse serra ses perles sous le choc. Et Evaina se tenait très immobile. Elle pouvait sentir les yeux de chaque ragot, chaque seigneur, chaque dame. Pourtant, dans sa poitrine était la paix, une paix tremblante, impossible. Elle n'avait pas cherché la rédemption, mais d'une manière ou d'une autre, elle l'avait trouvée. Pourtant, elle ne pouvait parler. Le duc la regarda une fois de plus, cherchant une réponse non dite. Dehors, la neige commença à tomber, légère, incertaine, comme si testant le courage de sa descente. Dans la salle scintillante, l'orchestre reprit et la vie fit semblant de continuer. Mais Evaina savait que rien ne serait plus jamais pareil. Car du coin de l'œil, elle vit Lord Cedric glisser discrètement de la salle de bal, son expression illisible. Et dans ce moment fugace de retraite, elle comprit que le prochain acte du monde s'écrivait déjà lui-même. Le matin se déversa à travers les champs de Wintershire comme de la soie d'or pâle, douce et nouvellement tissée. L'hiver s'était retiré enfin, laissant derrière le parfum de la terre dégelée et des lilas humides. Dans la grande salle, les préparatifs étaient déjà en cours, les domestiques se déplaçant comme des chuchotements, des guirlandes étant tissées, le silence de l'attente vivant dans chaque coin. Ce n'était pas une affaire royale, ni une grande annonce. Le duc avait refusé les deux. Cette maison, avait-il dit, a été hantée assez longtemps par des témoins. Que la joie entre tranquillement. Evaina se tenait devant son miroir, le même miroir qui autrefois reflétait sa honte, maintenant baigné de lumière matinale. Sa robe n'était pas de diamants ou de dentelle royale, mais de douce mousseline ivoire. Sa simplicité, une déclaration de défi contre la cruauté scintillante du monde qui l'avait moqué. Une petite branche de jasmin reposait au-dessus de son cœur. Son œuvre laissée sans un mot sur sa coiffeuse à l'aube. Il tremblait faiblement chaque fois qu'elle respirait. Par la fenêtre ouverte, elle pouvait entendre un rire lointain, le rire d'Henry alors qu'il courait avec les chiens dans la prairie.
Le garçon avait changé aussi. Les bords tranchants de la solitude qui autrefois gardaient ses yeux s'étaient adoucis en éclats. Quand elle pensa à la douceur avec laquelle le duc avait guidé l'esprit blessé du garçon, comment il avait guidé le sien sans exiger de retour, elle sentit sa gorge se serrer d'une gratitude si profonde qu'elle faisait mal. Un coup retentit et Madame Greenfield, la gouvernante, entra. Son sourire était maternel fier. « Ils attendent, madame, » dit-elle doucement, puis fit une pause, réalisant le titre qui lui avait échappé sans être invitée. Evaina seulement hocha la tête, puis les laissa attendre un instant de plus. Quand elle descendit l'escalier, le duc était déjà à la base, vêtu non pas d'opulence, mais du noir formel des vœux solennels. Ses cheveux attrapaient la lumière comme de l'acier trempé. Pendant un instant fugace, elle se souvint du premier jour où elle l'avait vu. Distant, commandant, sa présence comme une ombre contre la grandeur. Maintenant, cette ombre s'était adoucie en quelque chose d'humain, quelque chose qu'elle osait appeler paix. Leurs yeux se rencontrèrent à mi-chemin. Il ne bougea pas pour s'incliner, ni elle pour faire la révérence. Au lieu de cela, le monde sembla s'immobiliser autour d'eux, comme si même les murs connaissaient la révérence. « Vous avez l'air, dit-il doucement, comme si vous apparteniez à cette maison. »« J'appartiens seulement là où l'on me fait confiance, » répondit-elle. « Alors je ne vous donnerai jamais de raison de vagabonder. » Les vœux furent prononcés sous l'arcade peinte du grand foyer, témoins par seulement une poignée. Henry, radieux comme la lumière du soleil, la comtesse, qui était enfin venue offrir son pardon en silence, et le vicaire, sa voix tremblante comme s'il sentait l'histoire se réécrire sous ses yeux. Quand le duc plaça l'anneau sur la main d'Evaina, le poids de celui-ci était moins métal que signification. Son nom fut prononcé non avec possession, mais promesse. Pourtant, même dans cette joie, un malaise tranquille s'agita en elle, la connaissance que la paix en Angleterre n'était jamais inobservée. Elle le sentit de nouveau alors que les grandes portes s'ouvraient et le vent porta le faible murmure de sabots. Dehors, au-delà de l'allée scintillante de givre, une calèche s'approchait, portant le blason unmistakable de Lord Cedric Ashbourne. Des chuchotements se déplacèrent comme de la fumée à travers la salle. L'expression du duc se durcit. Sa main trouva la sienne, stable et sûre. « Qu'il vienne, dit-il, voix calme mais bordée de finalité. Nous avons vécu trop longtemps dans l'ombre d'autres hommes. » Cédric entra sans attendre d'être annoncé. Son beau manteau était éclaboussé de boue. Sa posture autrefois parfaite touchée par quelque chose de plus humain. Remords ou peut-être désespoir. Ses yeux passèrent du duc à Evaina, puis faiblirent sous le poids de son calme. « Alors c'est vrai, dit-il, sa voix. Vous comptez la mouiller. » Le duc le regarda de manière égale. « Vous êtes en retard pour la cérémonie, Ashbourne. Les vœux sont déjà prononcés. » La mâchoire de Cédric se serra. « Alors peut-être devriez-vous entendre les miens. Je suis venu non pour elle, mais pour ce que votre union a fait de moi. Ils rient de moi maintenant, l'homme qui se moquait de la duchesse de Wintershire. Ils appellent ça « justice ». La voix d'Evaina, calme et basse, brisa la tension. C'est justice, mais ce n'est pas besoin d'être punition. Il la regarda alors, non avec malice, mais avec les yeux fatigués d'un homme qui avait perdu son reflet quelque part en chemin. « Vous êtes miséricordieuse, madame. Je ne suis pas venu mendier, seulement pour comprendre comment j'ai confondu l'éclat avec l'orgueil et la chaleur avec l'ambition. Vous avez été élevé à croire que l'amour était une transaction, dit-elle. Nous avons tous été mal élevés à cet égard. » Cédric rit doucement, amèrement. « Et qu'avez-vous gagné alors? Vous pensez qu'ils oublieront, que la langue pardonnera? » La voix du duc remplit la salle, tranquille pourtant inarguable. Nous ne demandons pas pardon à ceux qui n'ont jamais connu l'amour. Pendant un battement de cœur, personne ne parla. Puis Cédric enleva son chapeau, sa défiance éteinte. « Alors je vous souhaite à tous deux le courage qui me manqua. » Avec cela, il se tourna et s'éloigna dans la pluie qui attendait, sa silhouette avalée par la brume. Quand l'écho des sabots s'était estompé, le silence réclama la salle. La main d'Evaina trembla faiblement dans celle du duc,
Mais il seulement sourit, le genre de sourire qui rend les vœux inutiles. Londres écrira une autre histoire demain, dit-il. Laissez-les. Celle-ci est la nôtre. L'après-midi passa en célébration tranquille. Pas de fanfare, pas de foule scintillante. Henry présenta à Evaina un petit livre qu'il avait relié lui-même. Sa couverture maladroite mais attachante. « Pour que vous ne nous oubliez jamais si jamais vous voyagez loin, dit-il. » Elle pressa un baiser sur ses cheveux et chuchota. « Mon cœur ne tiendra pas dans un livre, Henry. Mais si c'était le cas, il vivrait ici. » Plus tard, alors que le soleil s'abaissait au-delà des collines, le duc la mena au jardin. Des perce-neiges poussaient à travers le sol dégelé, fragile mais défiant. « Regrettez-vous quelque chose de tout cela? » demanda-t-il. « Regret? » Elle secoua la tête. « Je regrette seulement combien de temps j'ai cru que ma valeur était la leur à mesurer. » Il prit ses mains dans les siennes. « Vous avez reconstruit plus que ma maison, Evaina. Vous lui avez donné du souffle. Et vous, dit-elle doucement, m'avez donné le droit de me tenir sans courber la tête. » Ils marchèrent le long du chemin de marbre jusqu'à ce que les premières étoiles commencent à trembler au-dessus de l'horizon. Le monde autour d'eux se sentait suspendu entre deux époques. La cruelle, scintillante qu'ils avaient laissée derrière et la tendre, incertaine qu'ils avaient construite ensemble. À l'intérieur, les domestiques allumèrent les lampes, leur lueur se déversant à travers les fenêtres comme une aube capturée. L'air sentait faiblement le jasmin. Le duc s'arrêta près de la fontaine de pierre, ses eaux reflétant la lumière des étoiles, et se tourna vers elle. « J'ai cru autrefois que l'amour était un champ de bataille, murmura-t-il. Maintenant je sais que c'est l'abandon qui nous sauve. » Evaina sourit, ses yeux brillants de larmes qu'elle ne cacha pas. « Alors abandonnez mon amour, et que le monde témoigne de la paix. » Il embrassa ses mains, puis son front, et pour la première fois depuis la guerre, il rit doucement, librement, comme si le son lui-même pouvait bannir les fantômes. Elle rit avec lui, sa voix comme le vent à travers le verre. La nuit s'approfondit à l'intérieur. La grande horloge frappa 8 heures, et les derniers invités partirent, ne laissant que le murmure du feu. Evaina se tenait à l'embrasure de la porte, regardant la neige tomber une fois de plus, douce, sans hâte, comme si les cieux eux-mêmes offraient leur bénédiction. Elle ne ressentait plus d'amertume maintenant envers la ville qui autrefois la hontait, seulement une pitié lointaine pour sa cécité. Derrière elle, la voix du duc vint basse, stable, remplie de chaleur. « Quand je vous ai vu pour la première fois, vous étiez la seule flamme dans une maison d'ombre. Je craignais qu'elle ne me brûle. Au lieu de cela, elle m'a appris à vivre. » Elle se tourna, souriant à travers des larmes tranquilles. « Et je craignais que l'amour ne me détruise. Au lieu de cela, il m'a restauré à moi-même. » Il la serra contre lui et leurs fronts se touchèrent. Le feu crépita, la neige s'épaissit, le monde s'effaça. Loin au-delà de Wintershire dans les clubs et les salons de Londres, Cedric Ashbourne leva son verre devant un portrait nouvellement accroché dans une galerie. La duchesse de Wintershire, sereine et inflexible. « Vous avez gagné, Evaina, » chuchota-t-il, « et vous nous avez appris ce que la victoire coûte vraiment. » De retour au domaine sous un ciel parsemé d'étoiles, le duc et la duchesse se tenaient main dans la main. Les cloches de la chapelle lointaine sonnèrent doucement, leur écho s'estompant dans la nuit. Et dans ce silence, la voix du narrateur sembla respirer une fois de plus à travers le temps. Pour chaque femme moquée pour son silence et chaque homme brisé par le chagrin, il vient un moment où la dignité devient sa propre rébellion et l'amour enfin sa tranquille récompense.